Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup Didier, Lola et Grégoire d'organiser ça et de nous avoir conviés pour présenter dans ces mini-confs une collection qui est assez particulière, hein. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Alors là, c'est un PowerPoint qu'on a fait à deux. Alors moi, je suis Pierre Sanjoffre, maître de conférence et responsable scientifique de la collection, et Caroline Noyes, que vous pouvez voir aussi à l'écran. Elle est gestionnaire, elle gère l'ensemble de géologie. Vous allez voir qu'il comprend au final plusieurs collections. Alors, cette collection, elle est assez particulière à plusieurs titres, hein. Elle est composée d'un fonds historique très ancien, majoritairement à 60%. Et une grande partie de cette collection est à redécouvrir. Elle est à redécouvrir grâce au travail de nos prédécesseurs, car une grosse partie de ces réserves étaient encombrées par d'autres collections, par d'autres fonds de géologie. Et ces réserves ont été libérées et maintenant on peut ouvrir certains tiroirs, par exemple, qui n'ont pas été ouverts depuis plus d'une centaine d'années, voire 150 ans. Donc, va vous proposer un petit voyage à travers le temps et l'histoire de ces collections et dans l'espace de ces réserves. L'idée ici n'est pas de vous présenter l'expo Trésors de la Terre et les collections qui sont exposées au public. L'idée est plutôt de vous montrer un peu l'arrière du décor et nos méthodes de travail dans cette collection de géologie générale. Alors, pour resituer un petit peu cette collection du muséum, cette collection appartient à un ensemble qui s'appelle l'ensemble de géologie, qui en 2022 est sous la responsabilité de Cristiano Ferrari et comprend 5 collections. Une première collection de minéralogie et de gemmes qui comprend environ 140 000 lots. Une deuxième collection de roches endogènes dont la responsable scientifique est Violaine Sauter. Une troisième collection de roches océaniques qui contient environ 7 000 mètres de carottes et des nodules polymétalliques. Une quatrième collection qui est la collection de météorites, avec plus de 1500 météorites, et la cinquième collection, qui est la collection de géologie générale, avec 800 000, hein, ça c'est une estimation, ça peut être un peu plus, 800 000 roches et spécimens. Alors cet ensemble est géré par plusieurs personnes, hein, par Caroline Noyes et Lola Johannes. Et pour l'ensemble de cet ensemble, si vous avez des demandes à faire, pour observer des roches ou avoir accès ou pour pouvoir faire des analyses. Tout est centralisé sur un site web que je vous affiche ici, qui est le site CallHelper. Alors, les échantillons de géologie générale, hein, ici dans la dernière collection, c'est un monstre cette collection, il faut dire ce qui est, c'est 800 000 à peu près échantillons qui ont traversé 2 guerres mondiales. Et l'histoire de ces collections est indissociable de l'histoire des responsables scientifiques et des chaires du muséum. C'est pour ça que dans une première partie, je vais vous parler de l'histoire de la collection de géologie. On vous montrera ensuite les réserves, on fera une petite visite dans les réserves historiques, on vous présentera ensuite les collections. Et puis, on parlera des principaux chantiers de récollement, d'inventaire et actions de valorisation que nous avons entrepris depuis maintenant 3 ans et demi. Et nous terminerons par quelques curiosités. Et comme je vous dis, on retrouve des choses un petit peu qui sont parfois pas forcément trop en lien avec la géologie, plutôt avec l'archéologie, mais c'est très excitant cette multidisciplinarité qu'on peut retrouver dans ces tiroirs. Alors, pour commencer brièvement, ces collections sont très anciennes, hein. La formation du Jardin du Roi, c'est en 1635 et en 1745, le cabinet de curiosités est transformé en cabinet d'histoire naturelle et tout ça sous Buffon. Buffon qui était l'intendant du Jardin du Roi. Une autre date importante pour le muséum, c'est 1793, où c'est la création du statut de Muséum national d'histoire naturelle et aussi la création du statut de chaire du muséum, qui est à noter, est une chaire avec assistant. Et là, je vous présente rapidement les différentes chaires du muséum, mais chaque chaire avait un assistant qui avait un rôle très important à l'époque, qui a souvent pris le poste de chaire par la suite. Alors après Buffon, le premier à avoir eu la chaire en géologie du Muséum national d'histoire naturelle, c'est Faujas de Saint-Fond, qui lui a travaillé essentiellement sur les reliefs volcaniques de France. Mais par la suite, vraiment celui qui a apporté énormément d'échantillons dans la collection de géologie, hein, c'est Cordier, qui lui a fait passer la collection d'environ 15 000 roches à peu près 200 000 roches qu'il a pu entreposer dans la galerie de géologie et de minéralogie construite, hein, vous voyez ici, en 1833. Donc Cordier a été responsable un peu de cette classification que vous allez pouvoir voir dans la galerie de géologie et de minéralogie. Le successeur de Cordier est Auguste Daubré, qui lui travaille essentiellement sur la chimie expérimentale, la synthèse de minéraux et sur la chaleur intérieure
de la planète, la géothermie. C'est vraiment l'initiateur de la géothermie. Auguste Debré est aussi connu. Il a séparé des collections les météorites. Et cette collection de météorites est devenue maintenant l'une des 5 plus grandes collections du monde. Auguste Debré avait un assistant qui était Stanislas Meunier, qui a pris sa place par la suite en tant que chaire. Et Stanislas Meunier, lui, a apporté au muséum la géologie expérimentale. Il considérait que c'était vraiment une science à part entière. Et ça a été un des premiers à travailler sur Mars. Je vous expliquerai ça par la suite. Du coup, nous avons tout un tas de manips, d'expérimentations de Stanislas Meunier. Après, on arrive un peu dans l'époque des colonies, si je puis dire, avec Paul Lemoine qui a travaillé pas mal en Afrique, mais aussi beaucoup sur le bassin parisien et sur les grands travaux de Paris, avec un collaborateur proche qui était Robert Soyer. On a René Abrard, Robert Lafitte par la suite, et Lucien Leclerc. Alors, je les mets tous les trois parce qu'ils ont vraiment apporté cette notion de géologie sédimentaire au muséum. Et Lucien Leclerc et Robert Lafitte ont aussi permis la création de la collection de roches océaniques avec la Carothèque qui comprend 3 chambres froides. Ces personnes ont un rôle important parce qu'ils ont permis l'enrichissement des collections et ces collections sont entreposées, comme vous pouvez le voir dans la frise au-dessus, dans 2 réserves principales, de 2 bâtiments, la galerie de géologie et de minéralogie et le bâtiment 48 qui est un bâtiment plus récent de géologie. Alors, allons voir ces réserves. Alors, la première réserve, c'est la galerie de géologie. Vous voyez ici une des entrées, qui est l'entrée géologie botanique, qui est un bâtiment classé au patrimoine et qui a été construit en 1833 et inauguré en 1841. C'est le premier bâtiment de France qui a été construit pour exposer et stocker des collections naturalistes. Alors, voici le plan. Vous voyez, l'entrée que je vous montrais, il est sur la gauche. La partie qui est visitable au public, c'est l'expo Trésor de la Terre qui est à droite. J'ai oublié un S à Trésor. Trésor de la Terre. Et ce que vous n'avez peut-être pas vu, c'est la partie qui est à gauche, qui est la nef. On appelle salle des colonnes, qui fait 100 mètres de long. Et cette salle était anciennement comblée de roches. On pouvait la visiter. Il y avait une bonne partie des échantillons qui sont dans les réserves qui étaient exposés. Elle n'est plus visitable depuis, elle n'est plus ouverte au public depuis une 40aine d'années pour diverses raisons. Mais les échantillons et les réserves sont toujours bien présentes dans cet espace. Vous avez 4 réserves en partie supérieure, que sont les balcons ici. Et vous avez dans les parties souterraines 3 sous-marins. On les appelle des sous-marins concernant la géologie générale. Alors, pour aller un petit peu plus dans le concret, je vous montre ici une entrée dans le sous-marin 3. Alors, c'est au bout de la nef. Quand on tourne à droite, alors là, je demande à Caroline de bien me préciser si la vidéo ne marche pas. Ici, on va rentrer dans la première réserve historique, qui est le sous-marin 3, qui est vraiment très authentique. Et il faut imaginer qu'il n'y avait pas de lumière avant 2008, je crois. La lumière a été installée en 2008. Vous voyez les tomettes, c'est des tomettes d'origine et c'est des murs, des façades de tiroirs. Ici, il y a à peu près 3200 tiroirs dans cette réserve. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais si vous venez visiter, vous verrez qu'il y a une odeur particulière, très agréable et ça sent l'histoire. Et quand on regarde un petit peu les étiquettes, on est vraiment dans son jus de la classification de l'époque. On vient de voir Argentine. Alors, il y a un numéro sur les étiquettes et un nom, et souvent le nom est un nom de pays. Vous voyez, ici on a le Pérou. Le numéro, c'est le numéro du catalogue historique qui est relié. Ici, on a les États-Unis, l'île d'Hawaï. On va voir très vite que les pays de ce sous-marin, de cette réserve en particulier, sont essentiellement d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord. Ici, on a Cuba. Effectivement, c'est une classification un peu particulière qui est une classification géographique par pays et par continent. Ici, on arrive à des tiroirs plus récents où nous travaillons sur les expéditions antarctiques de Charcot. Vous voyez, quand on ouvre un tiroir, idéalement, tous les tiroirs devraient être comme ça. C'est clairement pas le cas parce que, on verra, mais il y a un peu plus de 12 000 tiroirs. Ce n'est pas évident que tous les tiroirs soient récollés, inventoriés de telle manière. Donc voilà pour le sous-marin 3 qui est vraiment le sous-marin qui est dans son jus, la réserve historique avec des tiroirs encore à découvrir. Alors voilà un exemple de patchwork d'étiquettes que l'on peut obtenir et vous voyez qu'on a aussi bien des expéditions du 19e terrestre que marine. Vous voyez, on a l'Astrolabe,
On a, on a Charcot et le pourquoi pas, et au Spitzberg, on a des échantillons de Syrie, Liban, Palestine, un petit peu tout. Allons maintenant dans le sous-marin 2 qui est en face. Et là, on rentre par une entrée un petit peu différente, un peu plus modernisée. Ce n'est pas un hasard, c'est que ce sous-marin est utilisé pour le reconditionnement et l'inventaire. Donc, le sous-marin commence par un petit atelier et un espace de travail qui comprend les caisses de retour d'expédition, par exemple, sur lesquelles nous travaillons. Et il comprend aussi un espace de travail comprenant loupe binoculaire, comprenant ordinateur, Dremel pour échantillonnage ou autre. Ensuite, quand on rentre dans la réserve, on a les échantillons sur lesquels nous travaillons actuellement sur la gauche. Voilà. Et ensuite, on a un espace de travail proprement dit sur lequel nous effectuons la micro-aspiration, le récollement, et on a accroché les posters des travaux. On essaye de publier les travaux récents sur lesquels nous travaillons. Et quand on avance, alors on voit le sol, il est différent, il a été refait, là c'est un parquet, mais les tiroirs, c'est toujours le même procédé, vous voyez, c'est un nom de pays, ici la Finlande. Après la Finlande, on va avoir la Norvège. Ce que vous allez voir, c'est qu'ici, en gros, les noms de pays sont des noms de pays européens. On est dans le sous-marin de l'Europe. Il y a un troisième sous-marin que je ne vous montre pas. Je pense que deux, c'est déjà pas mal, qui est le sous-marin essentiellement de l'Afrique et de l'Asie. Alors voilà, quand on voit ce sous-marin et ses balcons, alors les balcons, la classification, elle est par chronologie et stratigraphique. Maintenant, dans les sous-marins, la classification, elle est géographique. Et ça, c'est assez atypique pour un muséum. Et vous allez voir, c'est très difficile à vendre d'un point de vue scientifique, cette classification. Par contre, c'est assez remarquable, c'est-à-dire que quand on est à cet endroit-là de la galerie, dans un rayon de 50 mètres, ici, on a sur Terre, dans un même endroit, les roches de tous les pays du monde. Et ça, je pense que c'est assez unique, c'est-à-dire qu'à Paris, vous venez ici, vous avez en un endroit les roches de tous les pays du monde. On a un autre bâtiment, alors ça c'est le deuxième bâtiment, c'est le bâtiment 48 de géologie, qui est juste en face de la galerie, sur l'îlot Poliveau. Et dans ce bâtiment, on a 5 lithothèques. Il y en a une à rayonnage mobile, les Compactus, de marque Compactus, et on a 3 lithothèques à rayonnage fixe. Et on a un sous-sol où on entrepose les gros spécimens. Alors, on ne les entrepose pas que là, on a aussi des réserves externalisées. Alors, ces 5 lithothèques contiennent aussi des collections anciennes, mais peu au final par rapport à la galerie, et les collections de matériel d'études. On a la collection Busson, Cordier, Miquel, et on y a transféré aussi une partie de la collection géographique, notamment la France et l'Allemagne. On a fait venir assez récemment dans ces lithothèques la collection Kaiwa et des nouvelles collections en cours de formation, la collection Roche de construction. Donc la classification est très diverse et par donateur. Comme je vous disais, on a aussi des réserves externalisées sur lesquelles la collection a 62 palettes. Alors, ces réserves, comme vous pouvez le voir, c'est très spécifique parce qu'on n'a pas de classification par type de roche. Alors, il y a des avantages, mais il y a des inconvénients. Quand on nous demande sur Call Helper de voir les granites de la collection, eh bien, pour voir les granites, on doit ouvrir 250 tiroirs. Ce n'est pas évident, mais pour d'autres recherches, par contre, c'est très pratique. Toutes les réserves sont monitorées en continu par un système Nwell qui mesure la température et l'hygrométrie. On voit ici une courbe, par exemple, sur quasiment une année. Et on voit ici, en novembre, par exemple, la température se stabilise et puis l'humidité diminue. C'est juste, on allume le chauffage, la température elle est beaucoup plus stable. Et puis, pendant l'hiver, l'humidité diminue due au chauffage. Alors voilà, pour les réserves, on a 3 bâtiments, les réserves externalisées, la galerie de géologie, de minéralogie et le bâtiment de géologie. Alors qu'est-ce qu'elles contiennent au final, ces collections? Donc on a 12 réserves au total dans 3 bâtiments, 12 868 tiroirs et avec à peu près plus de 800 000 spécimens, 28 000 pages de catalogue historique qui ont toutes été scannées et disponibles en accès libre sur Internet et à peu près 240 tonnes de roches. Ça contient des roches, mais on a aussi des forages, des poudres, des artefacts culturels et archéologiques. Et la classification de ce matériel a 3 catégories principales. Il y a du matériel d'études, il y a des collections publiques et il y a des collections patrimoniales et historiques. Alors, une grosse partie de ce matériel, comme je vous le disais, c'est un fonds historique de dons du XVIIIe et XIXe siècle qui a résisté à 2 guerres mondiales. Alors, vous avez ici un panel un peu, vous voyez,
l'hétérogénéité du type d'échantillons qu'on peut avoir. Vous avez en bas, au milieu, les expériences de Stanislas Meunier, qui en 1898 a fait des expériences pour expliquer les canaux doubles observés par Chiaparelli, les canaux doubles martiens. Vous avez en bas à droite une statue égyptienne dont on reparlera, et en haut au milieu, par exemple, des cubes typiques de carrières d'époque, provenant de différentes carrières françaises, dont la plupart ne sont plus en exploitation. Et c'est les cubes typiques pour calculer la résistivité. Donc vous avez dessus la résistivité et puis quelques contraintes géophysiques. On a plus de 153 cubes comme ça. Ça c'est un travail de master qu'on a encadré avec Grégoire Igorov. Alors, ce qui est important, c'est que voilà, ces collections, quand on ouvre un tiroir, parfois, le tiroir n'a pas été ouvert depuis plus de 150 ans. Et il faut bien comprendre qu'on a un gros souci de disparition de l'information physique, du lien physique entre les collections et l'inventaire, qu'est l'étiquette. Et ça, c'est un souci. Alors, c'est pour ça qu'on s'attelle assez fortement au récollement et à l'inventaire. Mais dans ce malheur, au final, les conditions de conservation dans les sous-marins sont très bonnes. Et nos prédécesseurs ont fait un excellent travail. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez regarder, je vais aller ouvrir un tiroir au hasard, pas totalement au hasard, on l'a un petit peu nettoyé avant. Mais n'importe quel échantillon qu'on peut prendre dans ces tiroirs à 98%, vous pouvez voir un numéro rouge écrit. Alors ici, c'est le 17L38, vous voyez. Et le 17L38 correspond à un numéro de catalogue historique. Ici, la mission Paul Labbé en Sibérie en 1902. Et le numéro 38, on voit que ça correspond bien à un fragment d'ammonite pris sur le bord du lac Baïkal. Donc, ce système de marquage est très bien au final, parce qu'il a quand même résisté 150 ans, 200 ans. Et on essaye de le reproduire. On vient de racheter de la résine, on s'inspire d'une méthode archéologique que font les archéologues pour cela. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a plus de 500 000 spécimens non informatisés. Et donc, ça nécessite un travail conséquent de reconditionnement et d'informatisation. Ce qui fait ma transition vers les principaux chantiers et actions de valorisation de la collection. Alors, cette collection, ce protocole et ce reconditionnement a fortement bénéficié de l'apport de Lisa Delorme, qui a permis d'écrire un protocole de récollement pour un peu systématiser ce protocole de récollement, qui est en 5 étapes, une micro-aspiration, comme vous pouvez voir en bas, vous voyez la couche de poussière. On redécouvre totalement l'échantillon, on découvre son numéro d'inventaire, on découvre tout. Ensuite, il y a une étape d'informatisation dans un fichier Excel, puis on insère ce fichier Excel dans la base de données JASIM, qui est la base de données du muséum. Ce qui nous permet par la suite de donner un numéro d'inventaire à l'échantillon et d'imprimer les étiquettes finales pour prendre une photographie au final, et on range l'échantillon après reconditionnement. Quelqu'un qui a été formé à peu près bien aux 5 étapes, on peut estimer qu'on fait 2 tiroirs par jour par personne. Pour remettre ça en perspective par rapport aux 12 000 tiroirs, aux 12 800 tiroirs de tout à l'heure. Le deuxième gros chantier, c'est un chantier d'informatisation des registres et catalogues historiques du muséum. On a plus de 25 000 pages de catalogues historiques qu'on aimerait mettre sous forme Excel. Et ça, ces pages sont scannées, donc c'est assez, je dirais, facile à mettre en place, mais il faut quand même vérifier beaucoup les infos qui ont été transcrites, parce que parfois, ce n'est pas évident, facile à lire. Et on est sur un projet de sciences participatives, pour cela, un peu sur la méthode de l'herbier qu'ils ont mis en place au niveau du muséum et de Récoltat. Alors voilà, donc tout ça, c'est 2 chantiers principaux. L'idée, c'est vraiment de donner de la visibilité à cette collection, de développer l'utilisation et l'accessibilité de cette collection pour la science, pour l'enseignement et aussi pour la culture. Pour ça, on a 3 axes. Un axe vraiment pour chacune de ces thématiques. L'axe science, qui est de lier au maximum nos projets de récollement avec des projets scientifiques. Ça, je vous en présenterai par la suite. D'un point de vue pédagogique, on est sur la création de mallettes pédagogiques et d'expositions itinérantes à but scolaire. Et nous participons chaque année à 2-3 expositions temporaires ou permanentes par an. 3 autres chantiers, brièvement. Depuis 3 ans, nous avons commencé à construire une collection de roches et chantiers de construction anciens. Effectivement, le fond du muséum ancien contient énormément de roches d'anciens bâtiments, de monuments historiques parisiens ou romains
où vous allez même voir le tombeau de Napoléon. Et à travers plusieurs demandes, on s'est rendu compte qu'on allait lancer la construction de ce type de collection sous la direction de Grégoire Egorov. Notamment, nous avons Elisabeth Nicot et la SGF qui ont un programme de travail sur le fond de l'eau et Soyer et la construction du métropolitain parisien. Mais on a aussi tout un tas de marbres anciens et on a hérité des marbres anciens du musée des colonies, cet ancien musée qui était Porte Dorée. Un chantier qui avance très bien grâce à une thèse, notamment la thèse de Laurane Faugré, qui est la collection de microbialites et de roches anciennes. Nous détenons maintenant la collection la plus importante du monde de microbialites et stromatolites. Et ça, c'est le chantier un peu cœur de Caroline sur les expéditions naturalistes qui m'a transmis cette passion quand je suis arrivé au muséum. Les expéditions naturalistes, notamment celle du Pourquoi pas, sur lequel nous travaillons très activement. Et nous avons bien avancé les travaux sur le Pourquoi pas, l'Astrolabe et la Favorite. Alors voilà, c'est une collection qu'on essaye de faire vivre par de nouvelles acquisitions. On a demandé d'essayer d'obtenir des échantillons de Notre-Dame. Alors l'idée n'était pas d'avoir le lutétien qu'on a déjà de Notre-Dame. L'idée, c'était d'enregistrer l'événement de l'incendie d'avril 2019, si je ne me trompe pas. Et du coup, ce que j'ai demandé, c'est d'avoir accès à un échantillon calciné, de carbonate calciné, pour vraiment enregistrer l'histoire de ce qui s'est passé. On a créé une collection de microbialites et, comme je vous disais, on retrouve des objets un peu archéologiques très spéciaux. Donc, c'est vraiment une collection dynamique, mais aussi une collection qui recèle de trésors à découvrir. Et c'est ce que je propose de vous présenter dans cette dernière partie, les quelques curiosités ici qu'on a pu retrouver, sur lesquelles on a travaillé. Alors, j'en aurais des dizaines, on en a choisi 4 ici à vous présenter, celle du tombeau de Napoléon, le chantier du tombeau de Napoléon, l'éruption du Vésuve de 79. On vous présenterait un projet qu'on a sur les traces du Pourquoi pas, et puis nous parlerons d'une découverte toute récente qui date de février et qu'on a fait identifier là récemment, d'une statue égyptienne. Alors, je pourrais mettre un point d'interrogation à Montou. On n'en est pas encore totalement sûr, mais tout porte à croire qu'il s'agit de Montou, de l'époque thébaine, de la basse époque. Alors, commençons. Allons en Russie, effectivement. Alors ça, c'est la redécouverte d'un bloc. Vous voyez l'état du bloc qui était un peu couvert de poussière avec une étiquette pas très lisible. Sur l'étiquette, on n'arrive pas à lire grand-chose. Et sur l'échantillon, ici, il n'y a rien. Il n'y a pas de cette petite peinture. Mais ce que l'on arrive à voir sur l'étiquette, très légèrement, c'est le numéro du catalogue, carré 368. Ce carré 368, on retrouve que c'est un grec quartzeux, pourpré et aventuriné monumental des carrières de Shoshka. Alors, ces carrières, elles se trouvent en Russie. Et ce qui est important, c'est la fin. Vous voyez ici, c'est marqué « Le sarcophage de l'empereur Napoléon aux Invalides est fait de cette belle matière, donné en mai 1850 par monsieur Visconti et Bugatti ». Et ça, cette dernière phrase, elle est très importante. On peut remonter dans encore d'autres registres du muséum. On a des traces des dépôts, de ces différents dépôts, s'il y en a plusieurs. Visconti, c'est tout simplement l'architecte du tombeau de Napoléon de l'époque. Et du coup, il a donné les chutes du tombeau au Muséum national d'histoire naturelle pendant sa construction. Alors, on a effectué tout un travail de recherche, on a fait une publication sous forme de poster. On a trouvé au final environ 17 roches. Je dis environ parce que, par exemple, la semaine dernière, on en a retrouvé encore une autre. Donc, ça passe à 18. 17 roches du tombeau, donc incluant non seulement le tombeau, mais le socle, le maître-autel. Et on a pu faire un travail un peu de fond pour retrouver les carrières d'origine. Alors, il y a encore quelques soucis sur les carrières. Par exemple, la carrière de Crône dans les Hautes-Alpes, elle n'existe pas. Donc, on a quelques soucis encore, mais on arrive à remonter comme ça à des informations assez intéressantes et historiques. Alors, le porphyre rouge, lui, a 2,4 milliards d'années. Il vient de Russie. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette roche est une des roches probablement les plus dures au monde. On a fait des analyses au microscope électronique à balayage. Et les grains de quartz, c'est une quartzite au final, sont liés d'un ciment phyllosilicaté extrêmement, extrêmement solide, qui joint très fortement les grains. Ensuite, il y a la brèche Grandeuil, le marbre grand antique, la brèche napoléonienne. Bref, on a à peu près tout avec les étiquettes et les provenances de l'époque. Alors, tout ça a mené à une collaboration directe avec la conservatrice en chef du tombeau de Napoléon aux Invalides, Sylvie Leray-Burimi, avec qui nous avons beaucoup discuté sur des projets scientifiques. Il se trouve qu'ils ont fait une rénovation récente du tombeau de Napoléon en 2019, je crois. Et ils ont des restes de cette rénovation, des roches, des résidus qui pourraient éventuellement donner au muséum, un peu comme l'a fait Visconti en 1850. Donc voilà pour le tombeau de Napoléon. Partons maintenant en Italie,
Pompéi et Herculanum. Et ça, c'est un travail qui avance aussi à grands pas et qui avance à grands pas grâce notamment à une équipe. Hein. C'est vraiment un travail collaboratif. Ici, j'ai mis les principaux collaborateurs, mais la principale qui a travaillé là-dessus, c'est Lisa Delorme. Hein, au final, c'est elle qui a vraiment fait ce travail de récollement et d'inventaire. Lisa Delorme, elle, est régisseuse. Et ça, c'est très intéressant, je pense, dans des collections comme les nôtres. C'est d'accueillir au sein de nos collections, parce que moi, je suis responsable scientifique de la collection et je suis géologue. Je n'ai pas de formation en conservation, je n'ai pas de formation en régie des collections. Et du coup, d'accueillir dans nos espaces des régisseurs, eh bien, on apprend énormément. Et on a appris beaucoup avec Lisa Delorme, et elle a fait un travail remarquable sur les collections. Lisa a travaillé notamment sur l'Empire romain, et du coup, quand elle est arrivée au muséum, pendant 4 mois, elle a travaillé sur les tiroirs de l'Italie. Et elle s'est très vite rendue compte que dans ces tiroirs d'Italie, il n'y avait pas que des roches. Et effectivement, elle a trouvé des témoins de la nourriture pompéienne. On trouvait des fèves, des carporestes cramés, alors, qui ont été brûlés pendant l'éruption, pendant les retombées des nuées ardentes en l'an 79. On a retrouvé aussi du pain de Pompéi, des traces de pain brûlé, carbonisé. Du bois, ici, c'est du bois par contre d'Herculanum, qui a été comparé au départ par les fameux papyrus, mais ce n'est pas des papyrus, c'est vraiment du bois. Et ici, on a même une peinture murale d'Herculanum, donc des témoins des murs et des stucs d'Herculanum. Alors, on a retrouvé beaucoup aussi de dépôts de nuées ardentes et de ponces. Et l'intérêt de ces dépôts, ce sont des dons majoritairement de 1850, encore une fois, 1860. Et l'avantage, c'est que là, les étiquettes étaient relativement bien préservées et la localisation au sein de la ville de Pompéi même était relativement précise. Et du coup, on a pu relocaliser, resituer les échantillons dans la carte de Pompéi. Et on peut littéralement se promener dans Pompéi au Muséum national d'histoire naturelle. Alors, Pompéi et Herculanum ont deux histoires différentes. Et là, je vais vers le projet scientifique. Vous allez voir, après cette découverte, on essaye toujours de valoriser d'un point de vue scientifique. Et ces deux villes ont subi une histoire volcanique très différente. Pompéi a reçu environ 6 mètres d'éjecta pliens, alors qu'Herculanum en a reçu une vingtaine de mètres et il y a eu peu de destruction. Ils ont aussi une histoire thermique très différente. À Herculanum, on pense qu'il a fait beaucoup plus chaud, effectivement. Il y a eu plusieurs indices pour ça, mais un des indices, c'est la mort par vaporisation des fluides corporels. Il a fait tellement chaud que les fluides corporels se sont vaporisés et ont éclaté les os. Alors qu'à Pompéi, on a essentiellement des attitudes figées qui indiquent plutôt une mort par asphyxie. Et il y a tout un tas d'indicateurs de proxy géochimiques, paléomagnétiques, taphonomiques, qui permettent de montrer une différence de température entre Pompéi et Herculanum. Il se trouve que dans le laboratoire où nous travaillons, à l'IMPMC, nous sommes spécialistes de la spectrométrie Raman. Et le spectromètre Raman peut être utilisé comme paléothermomètre. Ça a été utilisé récemment justement sur Notre-Dame, sur des poutres de Notre-Dame, pour savoir notamment si elles avaient atteint le point de fusion du plomb ou autre. Et l'idée qu'on a eue, alors la thermométrie Raman, ça se fait sur de la matière organique. Et l'idée qu'on a eue, c'était pourquoi pas regarder en ramant le bois d'Herculanum et le comparer à la matière organique de Pompéi qu'on a eu. Et là, on a développé un petit projet scientifique. On a eu des premiers résultats très prometteurs. Non, je ne pourrais pas donner de température, non pas parce que je ne veux pas spoiler, c'est juste parce qu'on n'a pas de réelle température. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est très prometteur. C'est-à-dire que ça peut, les résultats, les spectres Raman que vous avez ici vous montrent qu'on peut remonter à une température, mais pour remonter à une véritable température, il faut effectuer des calibrations sur des poids, des fèves et sur du bois. Alors, on a fait identifier ce bois. On sait que ce bois est un bois de conifères déjà, et du coup, on peut effectuer des calibrations sur le même type d'arbre. Donc voilà, vous voyez comment on peut essayer de lier science et collection à travers des redécouvertes et des nouvelles découvertes. Je vais vous montrer maintenant, on va partir en Antarctique avec Charcot et le pourquoi pas. Alors Charcot, la plupart des grandes expéditions, vous savez, elles ont eu lieu au 19e et 20e siècle, début 20e siècle. Donc du coup, c'est le moment où les collections se sont agrandies. Et le muséum est dépositaire d'une grande partie des caisses de retour des expéditions du pourquoi pas. Ici, j'en ai mis, il y en a encore plus, hein, on en découvre, je ne vais pas dire tous les jours, mais on en découvre assez souvent. Et donc, au final, pour le moment, on a un peu plus de 1400 échantillons comprenant roches, sable, cahiers, cartes, des expéditions du pourquoi pas. Alors, comment ça se présente? Voilà, vous avez à gauche une caisse de retour d'expédition. Alors, ce n'est pas la caisse d'origine.
Ça, c'est des caisses probablement des explosifs de la Première Guerre mondiale. C'est souvent marqué attention, dynamite sur les caisses. Et elles ont été réutilisées. Par contre, les contenants dans la caisse des échantillons sont les contenants qu'il y avait à bord du Pourquoi pas. Ça, on a quelques témoins de ça et preuves de ça. Et dans ces caisses, on ne retrouve pas que des roches, encore une fois. On retrouve, par exemple, ici, une maquette en bois du rocher du Rocal. On retrouve des sables. Vous allez voir que ça a son importance de retrouver des sables, parce que c'est des sables qui ont environ une centaine d'années, vous voyez, 1924. Et on retrouve des roches sur lesquelles, parfois, on précipitait certaines concrétions carbonatées. Voilà. On retrouve des choses encore un peu plus exotiques, si je puis dire. On retrouve des pellicules photos à développer avant mars 1938. Alors là, on est en relation avec le Centre de restauration et de la conservation du muséum pour essayer de voir si on peut la développer, sous quelles conditions. Et on retrouve bien sûr tout un tas de roches que vous avez à droite sur lesquelles on fait le travail de récollement, d'inventaire. Alors ici, un petit panel. Et ici, vous voyez, on a du sable du 15 février 1905, de la première expédition antarctique de Charcot avec une localisation. Et on a des galets sur lesquels on précipitait, que ce soit des bryozoaires ou des algues calcaires. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces algues calcaires et ces bryozoaires, lorsqu'ils précipitent, dans leur réseau cristallin, ils vont enregistrer une partie de l'environnement chimique et physique de l'époque, donc d'il y a une centaine d'années. Et l'idée qu'on a développée, le projet scientifique qu'on a développé ici en collaboration avec Greenlandia, c'est d'utiliser ces échantillons comme témoins de l'état de pollution et du réchauffement climatique il y a une centaine d'années. Une fois qu'on aura effectué toutes les analyses et les identifications, on pourra essayer de comparer avec des échantillons actuels. Il y a des équipes en ce moment au Groenland qui peuvent aller rechercher les mêmes échantillons au même endroit une centaine d'années plus tard. Et en comparant, alors un exemple assez pratique, c'est assez facile à comprendre, c'est juste cette fiole de sable, on peut comparer la teneur en microplastique entre cette fiole et une fiole prise exactement au même endroit une centaine d'années après. Et bien là, on peut aller un peu plus loin avec des analyses géochimiques, on peut remonter à la concentration en CO2 et du coup, on peut remonter directement à l'enregistrement du réchauffement climatique par comparaison des échantillons prélevés une centaine d'années après. Donc ça, c'est en cours, un projet de départ au Groenland pour août prochain et d'actualité. Alors, le dernier, je regarde si j'ai le temps. Oui, j'ai encore 5 minutes. Je vais vous parler de quelque chose qui est encore plus récent. Là, on est un peu loin de la géologie, mais tout l'intérêt de nos disciplines, c'est d'être dans la pluridisciplinarité, justement, et l'ouverture disciplinaire. Et on a retrouvé dans un des tiroirs, le 11 février 2022, cette statue. Alors, cette statue était dans un tiroir où tous les autres échantillons étaient de 1840 ou plus anciens que 1840. Et cette statue, bon, alors il ne fallait pas avoir fait de hautes études pour comprendre qu'elle était égyptienne. Je me suis dit, elle est probablement égyptienne. Par contre, je ne pouvais pas aller plus loin. Alors, j'ai pensé à Hathor. J'avais vu Stargate à l'époque. J'avais pensé à Hathor. Mais bon, on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Donc, j'ai fait appel à un égyptologue de l'école du Louvre, Valentin Boyer, qui est venu voir la statue et qui a permis de l'identifier et de la décrire un petit peu mieux. Alors, sur cette statue, on voit des détails. On voit qu'elle est hiéracocéphale. Elle a deux hautes plumes et un disque solaire. Et ce disque solaire entourne ce qu'on appelle deux uraïs qui sont en forme de cobra. On voit, elles sont un petit peu élargies là, au niveau du cou du cobra. Et cette statue a aussi une tête en forme animale de faucon, caractéristique. Alors pour Valentin, c'était assez caractéristique du dieu Montou, qui est le dieu guerrier de la région thébaine, basse époque, de 660 à 332 avant Jésus-Christ. Le problème, c'est que cette statue, alors si je vous remontre, est-ce que je peux revenir? Ah, ça a bloqué, oui, je peux vous remontrer. Le problème, c'est que cette statue ici, elle n'a pas de bras. Et alors là, je parle sous la surveillance de Valentin, mais j'en ai parlé tout à l'heure avec lui. Le dieu Montou, pour le moment, à sa connaissance, il a des bras normalement. Donc ce serait peut-être une forme momifiée du dieu Montou ou un fils du dieu Montou. Donc là, les recherches sont très actives. C'est quelque chose vraiment qui est d'actualité. La grande question qu'on se pose, c'est comment cette statue est arrivée dans les collections. Et là, on a entamé une recherche de provenance. On a une hypothèse, l'hypothèse qui est due à deux choses. Sur la face postérieure de cette statue, on a un sceau, on a la trace d'un sceau rouge. Alors, je n'ai pas vu ça dans d'autres échantillons pour le moment, mais la chose la plus importante, c'est que le responsable de la géologie à l'époque, la chaire de géologie, c'était Louis Cordier.
Et en faisant un petit peu de recherche, on peut voir qu'il a accompagné Dolomieu dans l'expédition française en Égypte en 1798. Donc l'idée, c'est que cette statue aurait pu être prise pendant l'expédition française napoléonienne en Égypte par Cordier et Dolomieu. Mais ça, c'est, comme je vous le dis, il y a encore un gros travail dans les archives à effectuer. Donc voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention et je remercie aussi énormément toute l'équipe. Alors, il faut savoir que je suis maître de conférence, je suis chercheur avant tout et je n'ai pas le temps de mettre les mains autant que j'aimerais dans les tiroirs et que tout ce que je vous ai montré ne serait pas possible et ne serait même pas envisageable sans l'équipe que vous pouvez voir ici. C'est une équipe, il y a un thésard, il y a des contractuels, il y a des bénévoles. Et bien, c'est une équipe qui s'entend, comme vous pouvez le voir sur les photos, je vois, ils sont tous en plein sourire. Et bien, voilà. Et vous êtes les bienvenus pour visiter ou pour aussi participer à cette grande aventure dans les collections de géologie générale. Je vous remercie.